Bonjour, bonjour, bienvenue dans Ça nous intéresse. La création d'emplois est un sujet de société très important et aujourd'hui nous allons parler de nouveaux métiers qui font l'actualité maintenant sur les réseaux sociaux. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio 4 journalistes dont certains d'entre eux sont allés explorer les nouveaux métiers sur le terrain. On a Christelle Dayambaya, Tai Xueqing, et Nicolas Hirouzin et Yves Mouillet. Et aussi par visioconférence, nous avons le plaisir de recevoir Olga Domanova, ingénieure en IA chez Schlumberger, et Aldin Faré, producteur dans l'audiovisuel et podcasteur. Alors, on va commencer par Christelle, je pense, parce que vous êtes allée sur le terrain pour explorer les nouveaux métiers. Quels sont les nouveaux métiers qui vous a laissé une impression particulière? Le nouveau métier qui m'a le plus touchée, ça serait les pros, les responsables de l'entreposage. Pour expliquer vraiment terre à terre, ce sont des personnes qui s'occupent du rangement chez nous. Donc, des personnes viennent chez vous, ils rangent tout, de la cuisine, la salle de bain, en passant par les jouets des enfants. Et en fait, c'est pas simplement les femmes de ménage? Ben non, ce ne sont pas des femmes de ménage, ce sont des gens qui ont été formés pour pouvoir exercer ce métier. Et ce métier a été récemment reconnu par le gouvernement chinois comme étant un métier comme les autres. Et c'est-à-dire que les femmes qui se donnent à cette pratique, ce sont des gens, des personnes qui ont soit eu des problèmes avec le travail précédent, qui se sont reconvertis, ou des personnes qui n'arrivaient pas à trouver de l'emploi et qui, grâce à ce nouveau métier, peuvent faire quelque chose. Et c'est un métier vraiment qui touche et qui peut intéresser tout le monde. On n'a pas besoin de beaucoup de diplômes. Il est super très bien payé. Ah et ça coûte oui, cher, hein? Ah oui. Et j'ai été vraiment particulièrement impressionnée par le prix. Par ce nouveau métier qui, je crois, prendra de l'ampleur dans les années à venir. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste au fait, ce sont des dames, c'est en service, qui s'occupent de ranger chez vous. C'est-à-dire, vous les appelez, voilà, vous les appelez, ils viennent chez vous, ils vous disent, voilà, dans votre garde-robe, il faut aligner les choses comme ça, il faut le faire comme ça. Et ce qui est bien, c'est que après qu'ils aient fait ce rangement-là, ça vous laisse l'idée de la manière comment optimiser votre espace, en fait. Donc, des fois, on est chez soi, on n'a pas le temps, soit on ne sait pas comment ranger. Avec toutes nos activités, des fois, le week-end, on n'a que le week-end pour se reposer. Donc, ce sont des personnes qui vont venir chez vous et ils vont vous donner vraiment un fil conducteur à suivre de la cuisine, la salle de bain, les habits, l'armoire, jusqu'aux jouets des enfants. Et c'est vraiment impressionnant. Ce sont des femmes, comme j'ai dit. La plupart des femmes, il y avait 2 ou 3 hommes qui ont suivi la formation, qui ont été encadrés. Et ils ont bien sûr des outils qui vont avec pour le rangement, pour le nettoyage. Et pour vraiment, ça m'a beaucoup, ça m'a séduit. Et on retrouve ces centres dans presque toute la Chine. Je veux dire, il y a plusieurs régions. Cette dame a créé les centres dans plusieurs régions. Et elle nous a un peu raconté l'histoire des femmes. C'était des femmes qui n'avaient plus trouvé de travail ou qui ne pouvaient plus travailler à cause d'un petit handicap ou d'un truc comme ça. Mais très vite, elle les a formées et elles gagnent très bien. C'est des femmes de ménage de haut de gamme, en quelque sorte. Voilà, femmes de ménage de haut de gamme, mais voilà, très important pour nous et ça m'a vraiment beaucoup séduit. Oui, il faut dire que les prix ne sont pas très abordables. C'est pas donné à tous aussi. Hein. Voilà, solliciter un service tel que les professionnels du rangement, c'est pas donné à tous. Il faut pour les ménages aisés. Ah bah oui, parce que c'est en plus Nicolas. Ça m'intéresse. J'ai tendance à laisser mes affaires un peu partout. Donc, parfois, je me fais gronder. Donc, ouais, quelqu'un qui m'aiderait à ranger pour me donner des idées, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. Au moins une fois. Mais vous êtes allé voir d'autres choses? Oui, alors moi je suis plutôt dans une entreprise de haute technologie, on va dire, hein. C'est spécialisé dans les logiciels d'intelligence artificielle pour les robots. Et voilà, donc j'ai pu voir ça de très près, voir comment ces nouveaux, en fait, cette nouvelle technologie peut faire des choses comme on n'a pas pensé avant. Par exemple, avoir on parle souvent des animaux comme ça, des faux animaux, des robots animaux comme ça qui peuvent interagir avec les humains.
Donc ils peuvent bouger, ils peuvent sauter, ils peuvent écouter, entendre, donc réagir au son. Et donc ça, c'était assez amusant. Donc peut-être que ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps, parce que les gens ont des animaux de compagnie, mais peut-être qu'ils veulent aussi une solution de facilité parfois. Avec un robot, on a moins besoin de s'en occuper. Et sinon aussi pour les robots de rangement, par exemple pour la livraison. Les robots de rangement, attends. Tout de suite. Là, il y a de la concurrence. Parce qu'on sait que là c'est plus, par contre c'est pour les livraisons, pour les colis en fait. Ça c'est pour les entreprises. Donc, ça nous assure. Voilà, c'est un peu différent. Donc c'est simplement parce qu'on a besoin évidemment normalement beaucoup de main-d'œuvre pour prendre les colis, les ranger dans ces entreprises de livraison. On voit à quel point le commerce en ligne est développé en Chine. Et donc, avec ces robots-là, ils sont programmés pour recevoir des colis, se déplacer suivant un certain chemin et les mettre dans certains endroits. Donc ça, c'est une programmation. Et ils suivent en fait ce chemin pour pouvoir déposer les colis de manière automatisée. Donc ça, c'est vraiment aussi, je pense, une tendance qui se développe, l'automatisation dans les entreprises de livraison. Il y avait aussi beaucoup de choses sur les drones, par exemple, aussi. Il y avait beaucoup de ces petits éléments, comme ça, ils essayent d'utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'efficacité de ces choses-là. Je vois quand même, c'est une tendance qu'on est devenu de plus en plus spécifique et de plus en plus professionnelle, profonde dans un métier. Et Yves, quelle est votre idée? Alors, moi, j'ai fait un reportage sur une professionnelle, donc c'est plutôt l'inverse de Nicolas. Moi, la personne en question, c'est une guide horticole et forestière qui s'efforce de réparer les dégâts causés par les nouvelles technologies. Par exemple, le stress que ça peut engendrer à force d'utiliser son téléphone portable, la lumière bleue, le fait d'être disponible tout le temps, le fait de vivre dans une grande ville avec le stress que ça encourt, eh bien, en fait, cette personne-là propose des thérapies pour se rapprocher avec la nature. Donc, par exemple, on revient vers des choses beaucoup plus traditionnelles, comme le yoga ou les jardins plus traditionnels, comme ça pouvait se faire dans les dynasties anciennes chinoises. Et puis, là encore, on revient à des animaux naturels, pas des robots, avec des gens qui vont s'occuper d'animaux et des choses comme ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est là, les gens se retrouvent ensemble et s'écoutent. Dans la société moderne, on a malheureusement souvent, on n'a pas le temps de prendre le temps. Et là, dans ces centres spécialisés, on vous dit, voilà, regardez, ouvrez les yeux, reposez-vous. Il est temps de vous requinquer, de vous ressourcer. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce genre de centre, finalement, le fait de vivre à la campagne, c'est vrai qu'on peut s'en passer, je pense. Mais dans une ville, dans la plupart des mégalopoles, suivre ce genre de thérapie, suivre ce genre de stage, effectivement, moi-même, en ayant fait ce reportage, ça m'a fait énormément de bien. Et Tajueqi, vous êtes chinoise, donc comment voyez-vous l'émergence de ces nouveaux métiers et quel genre de changement de société que vous pouvez constater? D'accord. Alors moi, je ne suis pas allée sur le terrain pour expérimenter, mais j'ai regardé votre série de reportages. Par contre, le métier que Nicolas a appris, ça me rassure plutôt par rapport à la place de l'homme, par rapport à la place de l'humain. Justement, dans ce monde qui est en train de devenir super moderne, super sophistiqué, parce que tant qu'un robot a toujours besoin d'un ingénieur humain pour le développer, pour le gérer, pour le programmer, pour le maintenir, il n'y a pas de danger qu'on soit remplacé demain. Après, je pense que l'apparition de tous ces nouveaux métiers nous apprennent énormément sur l'évolution de la société chinoise par rapport, bien sûr, d'abord au développement de la technologie, mais il y a aussi le changement de mode de vie. Je pense que le besoin de faire appel à une spécialiste d'un rangement, ça vient bien sûr avec la société de la consommation et l'accélération du rythme de vie. Et puis, j'ai pensé à un autre métier que nous n'avons pas encore abordé jusqu'à présent, mais qui est montré aussi dans votre série de reportages. C'est celui de l'ingénieur en restauration des terres humides.
Et je crois que l'apparition de ce genre de métier, on peut considérer que c'est aussi le résultat de la division sociale du travail, ou peut-être plus exactement de la subdivision sociale du travail, parce que je me demande si certaines tâches de ce métier faisaient déjà partie du travail d'un paysagiste ou d'un urbaniste. Mais l'apparition de ce genre de métier est bien sûr aussi le résultat de la prise de conscience de la société par rapport à certains grands thèmes de notre temps, tels que le changement climatique, la protection de l'environnement, etc. En fait, vous avez évoqué un point, c'est que la possibilité qu'on soit remplacé demain, je pense que vous avez mentionné beaucoup de choses qui concernent la Chine, mais est-ce que l'humanité va être remplacée demain par des robots? C'est un problème planétaire. Hein. Et on voit récemment l'apparition de cette chatbot ChatGPT qui a fait vraiment un buzz sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour cela, on a interrogé Océan Olin, directeur commercial d'Acia Technologies. C'est un start-up deep tech française développant des outils d'intelligence artificielle pour l'ingénierie, qui utilise lui-même ChatGPT dans son travail. Et il ne peut pas participer en temps réel à notre émission, donc on lui a posé 2 questions, donc voilà sa réponse. D'abord, je lui ai demandé, comme ChatGPT rencontre un succès fulgurant, est-ce que ça marque vraiment un tournant dans le paysage de l'intelligence artificielle? Et on va écouter sa réponse. Je la trouve très intéressante, cette question. C'est, au final, ces nouveaux outils d'OpenAI, dont ChatGPT, aujourd'hui, ils font le buzz, ils sont adoptés par beaucoup de personnes, ils font beaucoup de parler d'eux en Chine en particulier récemment. Est-ce qu'ils vont amener une accélération de l'adoption et du développement de technologies d'intelligence artificielle? Et la réponse à ça, bien sûr, c'est oui. L'adoption, elle est phénoménale pour ChatGPT, il faut s'en rendre compte. Il a fallu à Facebook plusieurs mois pour atteindre des niveaux d'adoption similaires à ce que ChatGPT a fait en quelques jours. Pareil pour Apple. Et donc, la grande réussite de ChatGPT, et c'est Kai Fu Lee d'ailleurs qui le dit, un grand expert d'intelligence artificielle chinois, qui nous dit que ce qu'a réussi ChatGPT, c'est petit 1, l'adoption de masse de technologies d'intelligence artificielle relativement avancées, et petit 2, la démystification de ces technologies. Parce que désormais, ça nous parle, l'intelligence artificielle. On voit à quoi ça sert, on peut l'utiliser, on peut l'inclure dans notre quotidien. Et ça, auparavant, c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui était réservé, au final, au domaine un peu industriel, technique. Aujourd'hui, n'importe quel utilisateur qui n'est pas technique peut venir utiliser ChatGPT. Et ça, c'est vraiment un game changer. Et donc, bien sûr, ce qui se passe, c'est que tous les compétiteurs d'OpenAI, mais vous savez qu'OpenAI est en fait associé d'une certaine manière à Microsoft, et donc tous les autres géants de l'Internet qui sont en capacité de produire de tels outils, en fait, se mettent en marche pour venir proposer des compétiteurs de ChatGPT. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui si Microsoft, en associant ChatGPT à son moteur de recherche Bing, va venir complètement renverser la donne par rapport à Google. On sait aujourd'hui que le moteur de recherche de Microsoft n'est pas très utilisé par rapport à Google. Est-ce que la donne va changer grâce à ChatGPT? Et donc, toute cette attention et tout ce mouvement qui est fait par les gens du web va bien sûr amener à un regain de talent et de ressources dans ces domaines-là. Et donc, bien sûr, ça va venir accélérer le développement autour de l'intelligence artificielle et dans ce cas-ci des intelligences un peu conversationnelles, hein, puisque c'est ce qu'est au final ChatGPT. Et la deuxième question, c'est que, c'est le point que vous avez évoqué. Comme ChatGPT est super compétent dans beaucoup de tâches, est-ce qu'il y a une menace qu'il y a une perte d'emploi importante dans le futur suite au développement justement de ces technologies d'intelligence artificielle? Donc on va écouter sa réponse. Il ne faut tout de même pas oublier que l'intelligence, c'est pas nouveau. Hein. On a déjà mis de l'intelligence à un certain niveau dans des robots, par exemple. Et la révolution industrielle, la robotisation des usines, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà remplacé et transformé énormément de métiers
qui n'ont plus vraiment lieu d'exister aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une évolution des populations qui fait que des métiers qui auparavant étaient très durs physiquement, enfin qui continuent d'être durs physiquement et que l'on considère aujourd'hui à faible valeur ajoutée, eh ben, les jeunes qui sortent d'école, qui sortent d'université, ils ne veulent plus vraiment aller vers ces métiers. Et donc il faut trouver un moyen pour tout de même assurer ces fonctions alors qu'on n'a pas la ressource humaine. Et donc l'IA, encore une fois, va pouvoir venir aider sans venir remplacer un humain, puisqu'en fait l'humain n'y est pas. Et donc on peut modérer un peu les opinions autour du remplacement de l'humain par l'IA. Cependant, Kai Fu Lee, encore une fois pour le citer, nous dit que les premiers métiers qui vont être remplacés, comme je le disais, c'est les métiers répétitifs, à faible demande un peu intellectuelle. En revanche, tous les métiers qui sont à plus forte demande intellectuelle vont éventuellement aussi être impactés dans des âges un peu plus lointains, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis enfin, les derniers métiers qui seront impactés, au final, c'est les métiers des créatifs. Parce que l'aspect de l'art, de la création, c'est beaucoup plus difficile à coder, c'est beaucoup plus difficile à expliquer à une IA pour qu'elle soit capable de reproduire la façon dont un humain le ferait. On peut néanmoins voir que ce dernier point est petit à petit challengé, puisque OpenAI, la société derrière ChatGPT, a également publié un logiciel qui s'appelle DALL-E, qui n'est pas le seul, mais qui permet de faire de la génération d'images sur la base d'une demande écrite. Et on voit de plus en plus d'artistes qui commencent à faire de l'art généré par IA, et tout un débat qui commence à se créer autour de, au final, qu'est-ce que l'art? Est-ce qu'une image, un tableau créé par une intelligence artificielle peut être considéré comme de l'art? Pareil pour la musique. Il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables de composer de la musique. Est-ce qu'on peut juger ça au même titre qu'une musique composée par un compositeur humain? Et donc on voit bien que même sur des métiers créatifs, au final, on commence à avoir de forts impacts de l'IA et qu'il faut repenser complètement la façon dont on accorde de la valeur à un contenu qui est proposé par une IA. Voilà. Donc un peu de matière pour la réflexion, c'est un domaine passionnant, c'est un domaine en pleine évolution, je pense que personne n'a la réponse aujourd'hui. Les grands experts du domaine ne s'accordent pas forcément sur leur vision. Et donc voilà, les années à suivre vont être passionnantes et bien sûr qu'en Chine, avec Baidu notamment qui cherche à lancer prochainement un compétiteur de ChatGPT, on va voir beaucoup d'entrain autour de ce sujet. Alors, je pense que je vais tourner vers Olga, qui travaille elle-même. Je pense, Olga, vous avez déjà, en quelque sorte, vous travaillez dans ce genre de nouveau métier qui concerne l'intelligence artificielle, un métier qui n'existait pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, quel est votre regard là-dessus? D'abord, merci pour vos questions. Je trouve le thème de ce programme très intéressant. Je dirais que la première question, si on pourrait dire que ChatGPT, ça a vraiment marqué un changement, je suis d'accord avec ça. En fait, ça c'est l'accès à cette technologie super avancée aux gens qui ne sont pas vraiment liés avec ça dans leur travail. Ça leur a permis de visualiser ça. Qu'est-ce que c'est l'IA? Parce qu'avant, même si on a essayé d'expliquer comment on peut s'imaginer l'IA à quelqu'un qui n'est pas confronté à ça dans sa vie quotidienne, c'était très difficile. Là, maintenant, on ouvre cette page de web, on écrit quelques phrases, on obtient 3 pages de réponses assez cohérentes, en fait, très bien écrites, de point de vue orthographie, syntaxe, ponctuation. En fait, c'est vraiment très bien fait et c'est la preuve vivante de comment ça marche. À part de ChatGPT, moi, ce que personnellement je trouve très intéressant, peut-être même plus rigolo que ça, c'est plutôt la génération des images. Et c'est le point très important de ce que ChatGPT a marqué et DALL-E, c'est ce que l'IA est devenue. C'est pas seulement l'analyse des données qui sont déjà là, analyse statistique, enfin, découverte des patterns, c'est plutôt la génération de contenu qui n'a pas été là. Et moi, je trouve ça complètement fascinant. Aladin, quel est votre regard là-dessus? Écoutez, moi je suis très content que ChatGPT existe parce que hier je voulais le retester avant l'émission et là pour le coup il était complètement surutilisé, il fallait revenir
Donc, j'ai pas pu avoir une bonne conversation avec ChatGPT. Mais en tout cas, moi, il m'a rendu ma vie plus utile parce qu'en fait, il y a quelques semaines de ça, j'écrivais un pitch, ce qu'on appelle une sorte de dossier pour présenter un projet documentaire. Et en fait, j'avais fait une première version, j'en parle avec un de mes clients, et là, il me dit, ah, ça serait bien que tu le fasses plus punchy. Et là, j'étais un peu lessivé par tout ce que j'avais écrit, donc je suis allé voir ChatGPT. Ah ouais. Je lui ai un peu demandé de... Et en fait, il m'a vraiment fait plusieurs paragraphes qui étaient beaucoup plus punchy. Alors après, sur la question de perdre son travail ou pas, moi, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, au bout du compte, il faut faire des finitions. Et en fait, ChatGPT, on voit qu'il sort des phrases très bien, très classe. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut quand même un peu tweaker, il faut un petit peu peaufiner ce qu'il a écrit. Parce que si jamais on prend pour argent comptant ce qu'il écrit, en fait, au bout d'un moment, ça peut peut-être sonner un petit peu faux. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont apparemment déjà mis en place des algorithmes pour vérifier si les articles de presse ou les thèses universitaires provenaient de ChatGPT, justement. Donc, en tout cas, moi, ça m'a permis de gagner du temps dans mon travail. Donc, en tout cas, je suis très content que cet outil existe. Est-ce que je vais prendre la version payante? Je me pose la question. Ok. Yves, j'ai vu tout à l'heure que vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir en disant simplement que la première véritable intelligence artificielle qui a concurrencé l'être humain, c'était Deep Blue en 1978 avec C'est le jeu de Go, c'est ça? Voilà, jeu d'échecs. c'était voilà, contre Garry Kasparov et l'ordinateur avait remporté la victoire. Et pareil, en 1994, me semble-t-il, un autre ordinateur avait concurrencé le champion du monde chinois, dont j'ai malheureusement oublié le nom, de jeu de Go. Et il a aussi battu le champion du monde à plat de couture. Donc c'est vrai que c'est quand même une source de préoccupation. Et on s'en rend bien compte de toute façon à travers l'humanité. Chaque révolution, notamment la révolution industrielle, on s'est toujours dit ça y est, les machines vont prendre le pas sur les êtres humains. Et même des réalisateurs de cinéma, par exemple James Cameron, pour ne citer que lui, ont mis en avant les méfaits que pourrait entraîner une C'est vrai utilisation. que les films ne manquent pas à ce sujet. Ouais. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est vrai que c'est préoccupant. Mais tout comme Aladdin, je pense qu'on a encore un peu le temps de voir venir. Et qu'il ne faut pas trop se tracasser. Et qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour simplement améliorer la qualité de son travail. Et Nicolas? Oui, non, mais ce qui est bluffant, c'est leur côté créatif, effectivement, comme Olga avait dit. Ok, le fait de pouvoir calculer énormément de choses, en fait, pour les jeux d'échecs, le jeu de Go, c'est du calcul, en fait. C'est vrai qu'il y a aussi un apprentissage. Surtout le jeu de Go, de ce que j'ai lu, c'était beaucoup plus compliqué. Le nombre de possibilités était beaucoup plus élevé que le jeu d'échecs, donc c'était en fait la dernière victoire de l'ordinateur sur l'être humain, sur un jeu comme ça. C'était gagné contre le champion du monde de Go. Et en fait, parce qu'en fait, l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, il a tendance à apprendre de ses erreurs. Donc ça le rend beaucoup plus créatif, en fait. C'est ça qui est la base de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir assimiler en fait, plus on donne de données à ces intelligences, et plus elles vont progresser, en fait. Donc, plus intelligentes. Voilà, donc en fait, c'est ça, plus on va les utiliser, plus elles vont devenir perfectionnées, intelligentes, plus ça va être difficile de voir la différence entre un être humain et une machine. Pour l'instant, on peut encore voir la différence. Comme disait Aladdin, il y a des algorithmes pour savoir si certains textes, dans les revues scientifiques ou chez des étudiants, ont été écrits avec ce chat GPT. Mais peut-être que dans le futur, ça va être tellement bien fait que Ils vont ça va remplacer les profs? Ça pourrait, bien sûr, oui. On voit, par exemple, pour les traductions, on voit avec Google Translate, simplement, les progrès qu'on a vu, on a vu des progrès en 5-10 ans. On est passé de quelque chose d'assez rigolo en disant, cette traduction, c'est du Google Translate. C'est-à-dire que c'était très mauvais. Maintenant, Google Translate traduit très bien, donc on peut s'en servir, même dans nos métiers de journaliste traducteur, par exemple. Et voilà. Et donc, on vient petit à petit, on voit qu'il y a des métiers, on croyait intouchables par les machines, commencent à être touchés. On a vu pour les voice-overs aussi, on peut très bien parler. Il y a une machine qui fait des voice-overs, des doublages, en fait. Et c'est assez réaliste. C'est difficile de savoir. Après, on peut s'habituer, on peut comprendre qu'il y a moins d'émotions. Parce que peut-être que la différence, c'est l'émotion. Peut-être qu'on a encore l'avantage en tant qu'être humain, c'est d'avoir cette émotion.
heureusement qu'il existe encore. Hein. Il y a des gens qui aussi travaillent dans l'autre sens. C'est vrai que dans un sens, ça va très vite, la machine est là et tout. Ouais. Et dans l'autre sens, l'humain a compris que l'homme ne peut pas être remplacé. Il y a des techniques, il y a une connexion qu'on doit avoir avec l'être humain, avec la nature. Et je crois que ce sont des choses que nous, les humains, avons la capacité de détecter et que les machines ne peuvent pas. Et je ne crois pas que... on pourra être remplacé à 100%, ça, non. Je vais demander à Olga, qui est professionnelle dans ce domaine, donc jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on a une inquiétude à faire qu'on va un jour tous perdre notre emploi? C'est une très bonne question. Juste un peu pour réagir à la réplique précédente. En fait, qui est très important un peu partout dans notre vie, c'est la mesure. Si vous allez boire du thé, mais vous allez boire 50 litres de thé par jour, vous allez en mourir. Si vous avez une voiture, vous allez l'utiliser pour aller dans, je sais pas, l'entrée de votre bâtiment prochain, c'est pas bien du tout, c'est pas le but d'une voiture. Et c'est pareil avec ChatGPT. Il y a des applications très intéressantes, mais il faut être conscient de leur effet et des sources, ce qui est très important. Donc, même si ça l'IA générative, ça ne génère quelque chose qui n'a pas été là dans une forme ou autre dans les sources. Exemple, on s'est rendu compte que les expressions, les phrases, les textes que ChatGPT génère, ils sont en fait très biaisés. Donc, par exemple, si on parle de tâches ménagères, c'est plutôt au féminin que ChatGPT d'en parle. C'est lié à la partie féminine. Pourquoi ça? C'est pas que le ChatGPT soit machiste, c'est juste que les ressources qu'il lui a utilisées pour entraîner les modèles, il contient cette information. Donc, il faut en être très conscient. Donc, par exemple, la recherche en l'intelligence artificielle, elle est très basée sur les données. Et en fait, c'est l'approche assez problématique parce qu'on va juste augmenter et concentrer le pourcentage de biais dans des données. Voilà. Donc, c'est juste pour réagir à la réplique précédente. Après, ce que vous avez dit, je ne crois pas qu'on ne va jamais être remplacé. Je trouve que ChatGPT, c'est juste une possibilité géniale, mais vraiment brillante, pour libérer les cerveaux humains des tâches répétitives. Voilà. Donc, moi, je suis très optimiste de ça, mais c'est très important de savoir les limitations des technologies qu'on utilise. Mais comme Océan a dit dans sa réponse qu'il y a maintenant, il sait créer des images et faire des choses créatives, c'est pas seulement ChatGPT qui nous inquiète, mais la tendance en fait. C'est-à-dire que jusqu'où, par exemple, Nicolas a mentionné les émotions, est-ce qu'un jour, ça peut être aussi... développer des robots avec des émotions complètement comme des humains. Oui, c'est un très bon point que vous évoquez aussi. Vous savez, quand la technologie évolue, il faut que les lois évoluent avec. Et les questions techniques, la législation et tout ça, il faut que ça aille au même pas. Donc, par exemple, si on a vu que DALL-E et les autres sources sont capables de générer des images et des vidéos, par exemple avec des personnages qu'on les a demandés, là, dans un moment donné, on va avoir un problème de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et pour ça, il faut des algorithmes qui pourront donc travailler pour le faire et aussi des lois qui pourront protéger des personnes concernées pour éviter, par exemple, les fausses preuves. Merci. Et pour terminer, je vais retourner vers Tajueting. Moi, je ne connais pas grand-chose en informatique, mais je pense que jamais une application informatique a fait autant réagir, a fait autant planer cette peur du chômage, même dans des métiers qui ont été jusqu'à présent considérés comme étant la chasse gardée des humains. Je pense à la psychothérapie, comme ce qu'a raconté tout à l'heure Christelle, surtout avec la thérapie comportementale, le CBT. Il paraît qu'il existe déjà quelques applications qui sont capables de recevoir un patient, de lui faire de la conversation pour le soigner. Mais ceci dit, je ne pense pas que nous, les humains, on risque vraiment d'être remplacés par les robots tant que le robot n'a pas encore développé sa propre conscience, tant qu'un robot n'est pas encore capable de développer un autre robot. Je pense que l'humain sera toujours pas remplaçable. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.